Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais vous expliquer l'importance de la gastrine dans la physiologie gastrique. Alors la sécrétion de la gastrine elle est inhibée par une substance, on l'appelle la somatostatine. Les cellules D sécrétrices de la somatostatine sont localisées à la fois dans l'antre à proximité des cellules G et aussi dans le fundus à proximité des cellules pariétales. Ainsi, la somatostatine exerce un contrôle paracrine direct sur ces deux types cellulaires. La baisse du pH intragastrique inhibe la sécrétion de gastrine soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de cette substance qu'on appelle la somatostatine. Elle inhibe aussi la sécrétion d'HCl par action sur les cellules pariétales. La sécrétine, libérée par la muqueuse duodénale, elle inhibe la sécrétion de gastrine par voie endocrine et la sécrétion acide par action sur les cellules pariétales. De même, on a les prostaglandines. Elle inhibe la sécrétion acide soit par action directe sur les cellules pariétales, soit par inhibition des cellules agastrines. D'une manière générale, les facteurs qui inhibent la sécrétion acide de l'estomac sont les mêmes que ceux qui inhibent la sécrétion de gastrine. Ce sont surtout les peptides hormonaux produits par la muqueuse de l'intestin grêle et par le pancréas. Sécrétine, glucagon, GIP et VIP. Cette phase d'inhibition de la sécrétion gastrique elle est souvent qualifiée de phase intestinale. Dans une forme particulière de tumeur du pancréas, les cellules tumorales elles sécrètent la gastrine et en résulte une sécrétion d'acide chlorhydrique considérable déclenchant des ulcères de l'estomac. C'est le syndrome de Zollinger-Ellison. On passe au contrôle de la sécrétion des cellules principales et aussi les cellules amiceuses. On a des facteurs qui agissent sur les cellules principales et on a aussi des facteurs qui agissent sur les cellules amiceuses. Alors, les facteurs agissant sur les cellules principales sont l'acétylcholine. Elle est libérée par les terminaisons du vague représente la commande principale de la sécrétion de pepsinogènes. Et on a les facteurs agissant sur les cellules amiceuses qui sont les prostaglandines E par l'intermédiaire de l'adénylséclase et stimulent la production de mucus et de bicarbonate. Voilà. C'est un schéma représentant les facteurs qui agissent sur les cellules principales et aussi les facteurs qui agissent sur les cellules amiceuses, ce qu'on appelle la prostaglandine et aussi l'acétylcholine, voilà, qui est libérée par les terminaisons du vague et on a la sécrétion de ce qu'on appelle pepsinogène. Alors, la mise en jeu de la sécrétion gastrique. Dans cette diapositive, je vais vous expliquer, en dehors des repas, le débit sécrétoire est faible. Il est assuré essentiellement par la sécrétion de cellules muqueuses. Au moment des repas, la prise alimentaire déclenche une abondante sécrétion gastrique par augmentation du débit des cellules pariétales. Alors, on distingue trois phases. On a la phase céphalique, ce qu'on appelle la phase de stimulation. Alors, l'arrivée des aliments dans la bouche stimule la sécrétion du suc gastrique par l'intermédiaire des récepteurs gustatifs et olfactifs. Ces récepteurs réagissent à certaines substances chimiques reconnues comme nutriments fondamentaux, c'est le cas du sucre, ou évoquant des souvenirs de plaisir. Dans ce cas, les mécanismes impliqués sont ceux de l'appétit. Ils font appel à des informations stockées dans le cerveau au cours de notre culture alimentaire.
qui sont ensuite transmises à l'estomac par l'intermédiaire du nerf vague. Cette voie céphalique est tellement sensible que la seule vue ou même l'évocation des repas appétissants suffit à l'activer. Elle peut également être mise en route de façon inconsciente. Tout le monde, il connaît les expériences réalisées au début du siècle par ce qu'on appelle le physiologiste russe Pavlov. Alors qui, euh, des chiens qui sont habitués à recevoir leur nourriture au son d'une certaine cloche se mettent rapidement à sécréter de la salive et du suc gastrique dès qu'ils entendent ce son. Alors, nous réagissons de même lorsque arrive l'heure du repas par une stimulation de notre sécrétion gastrique, parfois associée à des crampes d'estomac. Ces manifestations sécrétoires et motrices, ce sont qu'une anticipation des mécanismes de digestion. Il s'agit d'un mécanisme réflexe utilisant le nerf pneumogastrique comme voie efférente, la sécrétion de deux pneumogastriques ou l'ingestion intraveineuse d'atropine abolit cette sécrétion. L'hypoglycémie agissant sur des centres hémothalamiques et déclenche une sécrétion gastrique qui est également abolie par la sécrétion pneumogastrique. Alors, on passe à la phase suivante qui est la phase gastrique, la phase stimulation-inhibition. La distension de l'estomac est responsable par voie réflexe d'une sécrétion gastrique. Cette bouche réflexe vagovagal et comprend des nerfs afférents vagues, le système nerveux central, des nerfs efférents et un réflexe cholinergique intramural est également responsable d'une sécrétion gastrique en réponse à la distension. L'arrivée des aliments dans l'estomac, elle déclenche la sécrétion gastrique d'HCl et d'enzymes. Cette sécrétion est due à la gastrine produite par les cellules de la muqueuse, aussi de l'intrum, et le stimulus le plus puissant de la sécrétion de gastrine est la présence de protéines alimentaires dans l'estomac, mais les protéines intactes sont moins efficaces que les fragments peptidiques et que certains acides aminés. Alors la stimulation mécanique de l'intrum déclenche aussi la sécrétion de gastrine ainsi que la stimulation du nerf vague. Alors comme une petite remarque, l'alcool, la caféine, le cola sont des forts stimulateurs de cette sécrétion. Leur prise est souhaitable avant le repas. Elle est néfaste en dehors des repas. On a une augmentation d'acidité. L'anesthésie de la muqueuse entrale supprime la sécrétion de gastrine et s'agit donc des réflexes locaux qui stimulent les cellules à gastrine. Par contre, ces cellules sont inhibées par les ions H+, la sécrétine, le glucagon et la somatostatine. Alors, la dernière phase, c'est la phase intestinale. Cette phase, elle correspond à l'extinction de la sécrétion, l'arrivée des aliments au contact de la muqueuse intestinale et provoque la libération des hormones intestinales qui s'opposent à la sécrétion. Sécrétine, entéroglucagon et c'est l'arrivée de chymes acides dans le duodénum qui stimule la sécrétion de sécrétine. Nous avons indiqué plus haut que la stimulation du vague, aussi bien par voie centrale, phase céphalique du repas, que par voie périphérique, d'extension de la paroi gastrique, avait un effet stimulant sur la sécrétion gastrique. Cet effet est principalement produit grâce à des fibres ce qu'on appelle des fibres peptidérgiques, sécrétant la GRP,
pour gastrine. Et voilà, alors on a un neuropeptide activateur des cellules G. Ces mêmes fibres seraient également impliquées dans l'action stimulante des acides aminés et des peptides alimentaires. L'inhibition progressive de la sécrétion gastrique lorsque l'estomac s'acidifie s'explique quant à elle par l'activation de ce qu'on appelle des chémorécepteurs sensibles au pH et qui stimulent la sécrétion de somatostatine par les cellules T et par voie de conséquence inhibent la sécrétion entrale de gastrine. Ces systèmes d'activation et de rétrorégulation, ils permettent ainsi d'adapter le débit de sécrétion acide aux besoins digestifs de l'estomac. En plus de leur rôle de régulateur des fonctions sécrétoires, certains peptides et neuropeptides gastriques ont des propriétés de facteurs de croissance et à ce titre, elles interviennent dans le processus de renouvellement des cellules épithéliales. C'est notamment le cas de la gastrine et de GRP qui ont un effet prolifératif et de la somatostatine qui au contraire a un effet antiprolifératif, puisque la sécrétion de ces peptides est elle-même reliée à la sécrétion acide gastrique. Ces dernières, elles jouent donc également un rôle dans l'équilibre des populations cellulaires. Voilà, alors vous pouvez noter ces explications concernant ces trois phases. La phase céphalique qui est caractérisée par la stimulation, la phase gastrique, on a une stimulation et une inhibition, et la dernière phase, la phase intestinale qui sert d'inhibition. Et voilà. Alors, comme j'ai déjà expliqué, on a une hypoglycémie et voilà, la glycémie conditionnement. Et on arrive à cette diapositive. Alors ici, on a quelques pathologies gastriques. Alors, on vient de voir que la régulation physiologique de l'estomac est relativement complexe car elle fait appel à de nombreux facteurs et des mécanismes s'imbriquant les uns dans les autres et s'équilibrant mutuellement. Du fait même cette complexité, l'estomac est sujet de dérèglements fonctionnels dont on ne connaît pas toujours la cause. Ceci conduit à une mauvaise digestion gastrique, ce qu'on appelle dyspepsie, et se traduisant par des symptômes que nous connaissons tous, c'est tels que des sensations de lourdeur, de ballonnement, d'aérophagie par exemple, mis à part ces pathologies fonctionnelles exception faite du cancer gastrique. Heureusement, relativement rares, les affections de loin les plus importantes par leur fréquence et leur gravité sont liées d'une façon ou une autre à la sécrétion acide. Un excès de sécrétion acide est rencontré chez un certain nombre de sujets dites, comme on appelle, hypersécréteurs. Cet excès est souvent modéré et résulte d'une simple hypertonie vaginale et une hypersécrétion acide. Elle est très importante et observée dans le cas du syndrome de ce qu'on appelle Zollinger-Ellison. Dans cette maladie très rare, on observe une importante hypergastrinémie due à la présence dans le pancréas, l'estomac ou le duodénum des tumeurs renferment un grand nombre de cellules G du fait de son volume même et du dérèglement qu'il provoque dans la sécrétion des hormones intestinales. Et aussi l'hypersécrétion acide du syndrome Zollinger-Ellison. Elle est responsable de très importantes diarrhées. La conséquence majeure d'une hypersécrétion acide, même modérée, est une augmentation de risque d'autodigestion de la muqueuse gastrique. Voilà, donc
on a c'est le résultat d'ulcération et de diarrhée. Donc voilà les quelques anomalies, ce qu'on appelle les dyspepsies, et on a les hypersécrétions gastriques. Voilà, donc notez bien ces deux maladies. Et comme ce schéma présente, on a la physiologie intestinale. Alors, on a l'intestin, voilà. L'intestin, il est divisé en plusieurs segments. On a le duodénum, le jéjunum et l'ilion. Et voilà, c'est ici. La plupart des phénomènes digestifs sont réalisés dans ici duodénum, pardon, et les autres segments participent principalement à l'absorption des nutriments. Alors le chyme gastrique acide est éjecté à travers le pylore et il est éjecté à travers ce qu'on appelle le pylore et par pulse de quelques millimètres dans le duodénum. Alors le chyme est mélangé avec des sécrétions duodénales, pancréatiques et biliaires. Alors la motricité intestinale, elle favorise le mélange des aliments avec les sécrétions digestives. Elle facilite aussi le contact entre la muqueuse et le chyme et propulse le contenu intestinal en direction du côlon. Voilà, alors ici se situe le lieu de digestion et ici on a le lieu d'absorption. Voilà. On passe au diapo suivante. Ici, on a la digestion dans l'intestin grêle. Il est sous la dépendance de trois sécrétions. On a des sécrétions pancréatiques, des sécrétions intestinales et des sécrétions biliaires. Et voilà un schéma bien détaillé de l'estomac, des canaux hépatiques qui sont liés au foie. On a ici la vésicule biliaire, on a un canal, ce qu'on appelle le canal cholédoque, et on a le duodénum, voilà ce qu'on appelle ici, c'est le lieu de digestion. Et on a un canal pancréatique, voilà, il est situé ici et ici. C'est ce qui est en rose, c'est le pancréas. Et voilà. Passons au diapo suivante. Alors, ici, le suc pancréatique. Alors, le suc pancréatique, c'est un suc digestif majeur. Son rôle, il est essentiel dans la digestion des aliments. Un déficit de la sécrétion pancréatique est responsable lorsqu'il est sévère d'un syndrome de malabsorption. Le pancréas exocrine est une glande dont les acénies sécrètent les enzymes nécessaires à la digestion, et on a un système canalaire draine cette sécrétion vers le duodénum tout en l'enrichissant en eau et en bicarbonate. Voilà. Et le pancréas, il est également une glande endocrine dont les îlots de Langerhans sécrètent l'insuline, le glucagon, la somatostatine et la gastrine. Les acénies pancréatiques sont richement vascularisées et sont énervées par le vague, de même que les canaux excréteurs qui rejoignent la voie biliaire principale au niveau de l'ampoule de Vater. Voilà, alors le pancréas, comme on appelle, c'est une glande. Le pancréas exocrine et endocrine. Il est également une glande endocrine. On a la sécrétion de l'insuline et par Langerhans, par les îlots de Langerhans. Voilà. Voilà les hormones, le glucagon et aussi les molécules somatostatine et gastrine qui sont sécrétées par les cellules endocrines.
Alors c'est ce schéma et il représente où se situe l'estomac. On a aussi le foie et on a voilà donc les cellules sécrétrices de l'insuline et le glycagon et voilà. C'est un schéma aussi détaillé alors de ce qu'on appelle l'intestin grêle et aussi les îlots de Langérance et voilà. Alors passons à la composition de suc gastrique. Alors le suc c'est pas le suc gastrique mais plutôt le suc pancréatique. Alors, on a l'eau et les électrolytes. Le pancréas, il sécrète d'environ 1,5 à 2,5 litres par jour d'un liquide isotonique au plasma par jour. Et voilà, les concentrations de Na+, de sodium et de potassium sont identiques à celles du plasma. Et le pH, il est compris entre 7 et 7,8. Voilà, le pH il est compris entre, c'est un pH basique les bicarbonates ils sont sécrétés par les cellules des canaux pancréatiques. Le CO2 est hydraté à l'intérieur de la cellule grâce à l'anhydrase carbonique pour former H2CO2 qui est alors dissocié en H+ et HCO3. H+, et traverse la membrane cellulaire au pôle basal grâce à l'antipore. On a, voilà l'antipore, voilà, on a un antipore HCO3, H+, voilà, ici. Pendant l'écoulement de la sécrétion pancréatique des ions HCO3, sont échangés contre les ions Cl, voilà, ici. Et la concentration de Cl-, elle diminue et celle de HCO3 elle augmente lorsque le début de suc pancréatique augmente, mais la somme des concentrations de Cl-, CO3H reste à peu près constante, c'est de 150, voilà. Ce tableau ou cette diapositive, elle présente les enzymes pancréatiques. On a des enzymes qui sont sécrétées par les cellules acineuses, sont les alpha-amylases qui transforment l'amidon et le glycogène en maltose et elle est semblable à l'amylase salivaire. On a aussi une enzyme appelée la lipase qui hydrolyse les graisses neutres en acides gras et glycérol. Elle a comme cofacteur la colipase. Elle est sécrétée par le pancréas sous forme inactive. Et on a les protéases. Elles sont sécrétées sous forme inactive. Et voilà quelques types de protéases. On a la trypsinogène, on a prolyastase, on a le prolipase. Et voilà quelques types, quelques exemples. Passons à cette diapositive qui explique l'activation des enzymes pancréatiques. Comment se fait l'activation de quelques enzymes pancréatiques? Alors, l'entérokinase. L'entérokinase, comme vous voyez ici, c'est une enzyme. Elle est sécrétée par la muqueuse duodénale. Elle active la trypsinogène en trypsine. Voilà. La trypsinogène, elle est dégradée pour nous donner la trypsine. La trypsine est l'agent activateur de tous les enzymes, de tous les imogènes. Voilà. Et ce phénomène d'activation est facilité par la présence d'ions Ca2+, voilà, de calcium. Et le chymotrypsinogène est activé en chymotrypsine.
et la proélastase en élastase. Voilà, proélastase en élastase, chymotrypsinogène en chymotrypsine et aussi la procarboxypeptidase, voilà, en carboxypeptidase et la prolipase en colipase, par la trypsine. Alors, il faut se rappeler très bien de cette phase. La première chose qu'on a, c'est la présence des entérokinases. Ces entérokinases, par la présence de CA2+, alors après la dégradation de trypsinogène en trypsine, et cette trypsine elle est responsable de toutes ces réactions, on a la dégradation de tous ces enzymes. Voilà, il faut se rappeler très bien de cette étape et la transformation de tous ces produits. Alors, je vais vous répéter ça pour que vous puissiez se rappeler de ça. Alors, parmi les enzymes, on a la chymotrypsinogène, on a la prolyestase, on a la procarboxypeptidase et on a la prolipase. Donc, alors, ce prolipase, elle est dégradée par la trypsine en colipase. Et aussi, on a, il faut noter ça, il faut que vous preniez un cahier de notes et vous notez toutes ces explications pour que vous puissiez se rappeler de ce schéma et de ces enzymes qui sont dégradées par la trypsine et activées. Elles ne sont pas dégradées mais plutôt activées. Alors l'activation se fait à l'aide de la trypsine. Passons à cette diapo. Alors les sécrétions biliaires, on a la vésicule biliaire, elle est emmagasinée et concentre la bile jusqu'à 10 fois en attendant que celle-ci soit requise dans l'intestin grêle. Alors durant le processus de concentration, l'eau et les ions sont absorbés par la muqueuse de la vésicule biliaire. Lorsque l'intestin grêle a besoin de bile, les muscles lisses de la paroi de la vésicule biliaire se contractent et poussent la bile dans le canal cystique, le canal cholédoque et l'intestin grêle. Lorsque l'intestin grêle est vide, une valve située autour de l'ampoule hépato-pancréatique, appelée sphincter, de l'ampoule hépato-pancréatique, se ferme et entraîne la bile accumulée vers le canal cystique jusqu'à la vésicule biliaire pour y être emmagasinée. Alors, les cellules hépatiques sécrètent quotidiennement de 800 à 1000 millilitres de bile liquide jaune, brunâtre ou il a une autre couleur, vert olive. Et son pH il est compris entre 7,6. Il a un pH basique entre 7 et 8. Et la bile elle est principalement formée d'eau et d'acide biliaire, de sel biliaire, de cholestérol, des phospholipides appelés lécithine, des pigments biliaires provenant de la dégradation de l'hémoglobine, on l'appelle bilirubine, et plusieurs ions. Voilà. Voilà, il est situé ici, entre l'estomac et le foie. On a ce qu'on appelle la vésicule biliaire et on a ce qu'on appelle le sphincter. Voilà. Comme je vous ai expliqué le rôle. Et voilà, il faut se rappeler très bien de ce schéma. Et notez bien les explications. Voilà, un petit schéma. Comme je vous ai dit, c'est un schéma de la vésicule biliaire. Et la couleur de
de ce liquide et les verres olive. Alors, la bile, elle contient quoi? Cette bile, ce liquide, il est composé de quoi? On a l'eau, on a des acides biliaires, on a des sels biliaires, on a le cholestérol, on a des pigments et on a des ions. Alors, le cholestérol est rendu soluble dans la bile par les sels biliaires et la lécithine. Les sels biliaires sont des molécules à structure stéroïdienne et sont synthétisées par les hépatocytes aux dépens du cholestérol sous le contrôle d'une enzyme unique, la cholestérol 7 hydrolase. Et chez l'homme normal, les principaux acides biliaires, les acides choliques sont conjugués avec des acides aminés, ce qu'on appelle la glycine et la taurine. Sous forme conjuguée, les sels biliaires sont sécrétés dans la bile par des cellules hépatocytes. Alors, il faut se rappeler très bien du rôle de cette vésicule. Elle permet la dégradation de cholestérol et le rend soluble à l'aide des sels biliaires. Et aussi, il y a une enzyme, ce qu'on appelle cholestérol 7 hydrolase, qui permet cette réaction. Voilà, comme c'est montré ici, il est dissous dans la bile grâce aux phospholipides. Si la capacité de solubilisation est dépassée, on a des cristaux et des calculs dans la vésicule biliaire, ce qui est primordial de faire une opération pour enlever cette bile. Et voilà. Alors, le rôle des sels biliaires. Les sels biliaires sont des sels de sodium, de potassium, des acides biliaires, principalement l'acide cholique et l'acide, ce qu'on appelle l'acide désoxycholique. Ils jouent un rôle dans l'émulsification, la dégradation de volumineux globules de graisse en une suspension de fines gouttelettes. Ce qu'on appelle des fines gouttelettes. Ces gouttelettes graisseuses et dans l'absorption des graisses. Qu'est-ce que c'est que le rôle de ces sels biliaires? Alors, la molécule de sel biliaire, elle est conjuguée et présente un noyau stérolique, lipophile et un radical anionique polaire et hydrophile. Arrivant dans ce qu'on appelle émulsion d'huile, dans l'eau, les molécules de sel biliaire se distribuent à l'interface huile-eau grâce à leur pôle stérolique qui se dissout dans l'huile et se maintiennent à la surface à cause de leur pôle anionique lipophobe, qui les empêche d'y pénétrer plus profondément. Alors, ces sels biliaires, elles assurent deux fonctions. On a une fonction, ce qu'on appelle la micro-émulsification grâce à leur pôle anionique. Les sels biliaires, elles exercent une puissante action tension-active, détergent comme les détergents, sur les gouttelettes de la macro-émulsion sortant de l'estomac. Alors ceci, elle favorise la fragmentation des gouttelettes lipidiques en suspension dans l'eau qui devient encore plus petite, donnant une micro-émulsifiant. Et la conséquence de cette action est l'augmentation considérable de la surface de l'interface huile-eau au niveau de laquelle viendra agir la lipase. Et on a un deuxième rôle, c'est la stabilisation de la micro-émulsion. Grâce à leur charge électrique, les sels biliaires fixés à la surface des gouttelettes d'émulsion créent des forces électrostatiques répulsives qui empêchent les gouttelettes à se rassembler. Après leur digestion, les fines gouttelettes
de graisse. Elle présente une très grande surface pour l'action de la lipase pancréatique nécessaire à une digestion rapide des graisses. Voilà, on a un schéma qui montre le noyau stérolique, l'épophile et hydrophile. L'épophile, il a une affinité pour les acides gras et pour l'huile. Et hydrophile, il a une affinité à l'eau. Donc, il a une action tensioactive, c'est d'abaisser la tension entre deux liquides, comme les détergents. Et aussi, il a un rôle dans l'émulsion. Alors, cette diapositive, elle montre l'absorption dans l'intestin grêle. Alors, cette diapositive, comme je vous ai dit, alors elle montre l'absorption dans l'intestin grêle. Alors, j'ai laissé un temps pour que vous puissiez voir ce schéma. Alors, la digestion ayant transformé les glucides en sucre simple et les protéines, voilà, les protéines en acides aminés et les graisses en glycérol et acides gras. Ces substances, elles peuvent traverser la paroi digestive et passer dans le sang et la lymphe. C'est essentiellement l'intestin grêle qui est le site d'absorption. Alors, l'absorption, elle peut se faire par trois mécanismes. Diffusion passive selon un gradient de concentration et on a une diffusion facilitée par un transporteur membranaire. Voilà, donc on a soit la diffusion passive, alors elle passe directement à travers la membrane ou par une molécule qui peut faciliter le transport. On a un transport passif et un transport facilité et un transport actif. Voilà. Alors, vous y notez ces trois types de transport à travers l'intestin et la transformation de ces trois matières, les glucides en sucre simple et les graisses en glycérol et acide gras, AG, c'est-à-dire acide gras, et les protéines ou les protides en acide aminé, acide aminé. D'accord? Alors, on passe aux diapos suivantes. On a dans ce schéma des cellules épithéliales en microscopie électronique. Observer en microscopie électronique et aussi corriger et améliorer. On peut voir des microvillosités. Voilà. On a des microvillosités au sommet des cellules. Chaque cellule, on a des microvillosités. Les jonctions serrées entre les cellules. Et voilà. Donc un schéma qui nous montre les cellules épithéliales. Bien sûr, cette image, elle est corrigée et bien sûr améliorée pour qu'on puisse la voir en bon état. Et on a les microvillosités qui sont couvertes du manteau appelé glycocalyx. Glycocalyx et aussi contenant de nombreuses enzymes. Voilà, elle est là. On a des microvillosités. Retournons aux diapos suivantes. On a des microvillosités qui sont recouvertes par un glycocalyx. Et on a des filaments qui sont à base d'actine. Aussi, cette image elle est modifiée et bien sûr corrigée.
Alors les amis, cette diapositive, il nous montre des cellules épithéliales, des villosités et des cryptes. Alors l'épithélium, des villosités, pardon, elles contiennent essentiellement les cellules chargées de l'absorption et les entérocytes et aussi des cellules qu'on appelle des cellules calicéformes qui sécrètent le mucus. Et les entérocytes, elles ont une membrane apicale épaisse et une bordure en brosse formée de microvillosités. Ces cellules se caractérisent par l'existence près de leur portion apicale de jonctions serrées. Des enzymes telles que les disaccharidases sont représentées dans la membrane des microvillosités. Les cryptes qui séparent les microvillosités contiennent des cellules sécrétrices, ce qu'on appelle des cellules calicéformes et des cellules indifférenciées à partir desquelles se fait le renouvellement cellulaire de l'épithélium qui se fait à peu près de 3 à 5 jours. Et on a des cellules de Paneth qui sécrètent des immunoglobulines. On a des cellules A et G, ainsi que le lysozyme, enzyme qui dégrade les parois bactériennes. Et on a des cellules endocrines qui sécrètent la sérotonine et la sécrétine, la gastrine et la somatostatine. Voilà, on a ici des cellules endocrines, des cellules à gobelet, des cellules absorbantes. On a des cellules non prolifératives. On a ici des cellules qui sont matures et des cellules prolifératives. Ce qu'on appelle la membrane basale, il est situé ici. Et les cellules de Paneth qui sécrètent les immunoglobulines A et G sont ici. Et voilà. Alors, voilà la microvillosité ou les villosités. Et on a des cryptes ici, qui est constitué de cellules prolifératives. Ok. On passe à l'autre diapo. Alors cette diapo représente les différents types de cellules que j'ai déjà expliqué. On a des cellules calciformes qui sécrètent du mucus, des entérocytes qui sont dotés de microvillosités surface apicale et ce qu'on appelle c'est un set d'absorption et elles sont recouvertes de glycocalyx. Et voilà. Alors certaines de ces fibres sont en fait des enzymes digestifs, ce qu'on appelle les disaccharides. On a ce que les cellules constituent les villosités et les cellules, le crypte, elle est riche en cellules calciformes, aussi des cellules indifférenciées, des cellules de Paneth et des cellules endocrines. Voilà, il faut noter ça. Il faut se rappeler de ça et écrire toutes ces définitions concernant les différentes cellules épithéliales, des villosités et des cryptes. D'accord? Il faut bien noter ça pour savoir la différence entre les différentes cellules et aussi les constituants de chaque villosité et crypte. Passons à un schéma. Alors voilà une cellule calciforme qui sécrète le mucus. Et on a des cellules de Paneth. Voilà le schéma. Et on a des cellules endocrines. Voilà ici se situent les microvillosités. Voilà. Alors cette diapositive montre comment ça se fait la digestion luminale des glucides. La digestion se fait par l'amylase salivaire. Elle débute dans la bouche et se poursuit dans la partie supérieure de l'estomac avant que l'acidité gastrique ne détruise l'amylase. Alors l'amylase pancréatique achève la dégradation de l'amidon dans l'intestin grêle. L'amylase, elle coupe les amidons au niveau de liaison alpha, un 4 glycosidique.
en oligosaccharides et en disaccharides. La cellulose est résistante à l'action des amylases et ne pourra être dégradée que partiellement par les cellulases microbiennes au niveau du côlon. Voilà, alors on a l'amylase salivaire, l'amylase gastrique et l'amylase pancréatique qui jouent un rôle dans la dégradation de ces glucides. Voilà, en dimère, maltose, saccharose, lactose et oligomère. Voilà. Alors cette diapositive, cher ami, elle représente la digestion entérocétaire des glucides. Et alors les dimères et les oligosaccharides, ils diffusent à travers le glycocalyx vers le pôle apical de l'entérocyte, où ils sont alors soumis à l'action des enzymes. Les enzymes elles sont appelées désaccharidases de la bordure en brosse. Il existe plusieurs types de saccaridases. On a la saccharase isomaltase est une enzyme présente une grande quantité, robuste et très polyvalente qui va hydrolyser le saccharose, le maltose et les oligosaccharides en glucose et fructose. Et on a la lactase, est plus rare, elle présente surtout chez les nourrissons. Il disparaît progressivement avec l'âge et n'agit que sur le lactose. Il transforme une galactose et glycose. Les glucides sont donc transformés en trois hexoses. On a le glucose, fructose, galactose qui peuvent être absorbés soit par voie intercellulaire, soit par voie transcellulaire. Voilà, on a le lactose. Il est dégradé par le lactase, l'enzyme. Si vous voyez ASE, c'est-à-dire c'est l'indice qu'il s'agit d'une enzyme. Il est dégradé en glucose et galactose. Et on a une autre enzyme qui s'appelle saccharase isomaltase, comme j'ai déjà dit, et dégrade les oligosaccharides en glucose et fructose. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, alors cette lactose, elle est présente, lactase, elle est présente chez les nourrissons et il disparaît à travers l'âge. Et on a chez l'adulte, on a ce qu'on appelle la saccharase isomaltase. Passons aux diapos suivantes. Cette diapositive, on a l'absorption des glucides. Comment se fait? Alors, les monosaccharides peuvent diffuser passivement par voie intercellulaire à travers les jonctions serrées, surtout au niveau de l'intestin proximal. Ce type d'absorption passive et se fait en fonction du gradient de concentration. Voilà. Voilà les monosaccharides. Glucose, mono c'est-à-dire un seul sucre, glucose, fructose, galactose. Ils peuvent diffuser passivement, c'est-à-dire ils ne nécessitent pas un transport actif ou facilité par quelques molécules. Alors, c'est un transport passif et ils sont passés par ce qu'on appelle les jonctions serrées qui sont représentées ici, surtout au niveau de l'intestin proximal. Et ce type d'absorption, il se fait en fonction de ce qu'on appelle le gradient de concentration, surtout au niveau de jéjunum. Et le transport, on a un transport transcellulaire, ce qu'on appelle actif ou facilité. Et voilà. Alors, comme je vous ai déjà montré dans cette diapositive, il s'agit d'un transport intercellulaire et les passifs, et n'est pas facilité ni actif. Et dans cette diapositive, je vais vous présenter le transport par voie transcellulaire. Alors, vous y regardez bien ce schéma. Après, je vais vous expliquer quelques notes et quelques explications concernant ce type de transport.
J'espère que vous avez compris un petit peu. Alors, la régulation fine de l'absorption des glucides et se fait grâce à des protéines transport situées dans la membrane plasmique de l'entérocyte. Alors, le glucose, il franchit le pôle apical de la cellule intestinale par l'intermédiaire d'une protéine de cotransport, le sympore, ce qu'on appelle Na+ glucose. Et l'activité de ce transporteur est déterminée par la pompe Na+K+, c'est-à-dire sodium-potassium, ATPase, et localisée aussi sur la membrane basale de l'entérocyte. Et cette pompe, vous voyez ici, cette pompe, elle maintient un gradient, ce qu'on appelle un gradient électrochimique de Na+, à travers la membrane apicale en extrudant activement de Na+, hors de la cellule au pôle basal. Ce type de transport de glucose, il est appelé le transport actif secondaire. Le glucose sort ensuite de la cellule par diffusion facilitée grâce à un deuxième transporteur du glucose. Il est localisé sur la membrane basale de l'entérocyte. On appelle GLUT2. Voilà, il est ici. Et on a GLUT1, GLT1 et GLUT2 ne sont pas spécifiques du glucose. Le galactose suit la même voie d'absorption. Alors, c'est pas, vous voyez le glucose et vous disiez que ces deux GLUT1 et 2 sont spécialisés pour le glucose. Non, mais c'est pour les sucres, les monosucres, monosaccharides. Et le transporteur spécifique de fructose, pour le fructose, on a le GLUT5 et se trouve dans la membrane apicale. Le fructose est absorbé grâce à GLUT5 par diffusion facilitée. Son transfert à travers la membrane basale étant assuré par GLUT2. Voilà. Donc, on a le glucose galactose et se transporte à l'aide de CGLT1 et ici par GLUT2. Et pour le fructose, on a GLT5 et GLUT2. Voilà, une petite explication ici. Le sodium passe dans la cellule grâce à un gradient électrochimique, comme j'ai déjà dit. Et voilà, le glucose et le galactose, il accompagnent le sodium. Par contre, on a le 2 et 5, c'est un transport facilité. Voilà, c'est un transport actif et ici, c'est un transport facilité. Alors, pour la digestion des protéines. La digestion des protéines, on a deux types de digestion. On a une digestion luminale et digestion entérocytaire. La digestion luminale ou intraluminale des protéines est effectuée grâce aux enzymes gastriques, ce qu'on appelle la pepsine. Voilà, ici, elle est schématisée ici. Et pancréatique, comme la trypsine, la chymotrypsine, l'élastase. Et cette digestion très incomplète va produire des acides aminés libres, mais surtout des peptides de taille très variable. Et pour la digestion entérocytaire, dans l'intestin grêle, la digestion se poursuit au niveau de la bordure en brosse des entérocytes et contient un très grand nombre de peptidases, aussi bien dans la membrane des microvillosités que dans le cytoplasme. Ces enzymes coupent des oligopeptides et la protéine non digérée en acides aminés dits et tripeptides, qui peuvent alors être ou absorbés à travers la membrane plasmique de l'entérocyte. Voilà.
Alors, et la digestion de protéines, on a aussi la digestion, ce qu'on appelle ici, c'est la digestion luminale. Ici, c'est la digestion entérocytaire. Elle est bien expliquée ici. Et on a ici l'absorption intestinale de protéines. Alors, l'absorption des protéines elle se fait essentiellement dans l'intestin grêle et cependant, le côlon possède une certaine capacité d'absorption des peptides, des acides aminés aussi, du fait des caractéristiques physico-chimiques très variables des différentes peptides, de nombreux systèmes de transport sont nécessaires. Au pôle apical de l'entérocyte, le transport membranaire des acides aminés il est assuré du sympore acide aminé Na+. Voilà, il est montré ici. Acide aminé Na+. Il est lié à l'entrée de Na+, ce dernier étant rejeté activement au pôle basal par la pompe Na+K+. Voilà. C'est un transport actif secondaire. Il existe un système de transport actif spécifique pour les oligopeptides qui concerne essentiellement les di et les tripeptides. Ce transport il dépend d'un gradient H+, et c'est un cotransporteur H+ peptide. Et donc, le gradient de H+, il dépend de l'existence d'un gradient de Na+, et donc l'activité de la pompe Na+K+, ATPase. Et le devenir intracellulaire des peptides et acides aminés. Alors ces peptides absorbés dans l'entérocyte sont hydrolysés par des peptidases intracellulaires en acides aminés. Les acides aminés sont en majorité rejetés dans le sang portal par l'intermédiaire du transporteur et indépendant de Na+, situé au niveau de la membrane basale. Alors, on a ce qu'on appelle la digestion des lipides. Alors, on a vu la digestion des protéines, la digestion du sucre et on a la digestion des lipides. Alors, vous pouvez noter ces définitions et bien sûr se rappeler très bien de la différence entre ces types de digestion et aussi les transports utilisés, les trois types de transport. On a un type, comme j'ai déjà dit, un transport facilité, un transport actif et un transport passif. Donc, pour la digestion des lipides, on a ce qu'on appelle une digestion intraluminale. La digestion des triglycérides, il débute dans l'estomac sous l'action de ce qu'on appelle une enzyme, la lipase gastrique. Voilà. Une lipase gastrique, les mouvements de brassage de l'estomac, ils favorisent l'émulsion des graisses, étape essentielle dans l'hydrolyse enzymatique. On a 20 à 30% de triglycérides et sont hydrolysés dans l'estomac en diglycérides et en acides gras. Voilà. Pour l'essentiel, les triglycérides se trouvent dans l'intestin grêle sous forme de gouttelettes de 0,5 micromètre de diamètre. Et voilà, donc les lipides en provenance de l'estomac, avec l'aide de sels biliaires, on a la lipase pancréatique qui dégrade les lipides en monoacylglycérol et acides gras. Et voilà, les gouttelettes, comme j'ai déjà dit, 0,5 micromètre de diamètre. Alors, toutes ces explications sont schématisées. Et voilà, je vais vous laisser. Alors, on va compléter l'autre partie de cours.
par la dernière diapositive le mécanisme d'hydrolyse des lipides. Je vais vous expliquer dans la vidéo suivante le mécanisme d'hydrolyse des lipides. Alors veuillez bien s'abonner dans cette chaîne et faire des j'aime. Comme ça, on peut suivre ce cours et d'autres cours concernant la biologie en général. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et aussi un très très bon courage.